Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Bonjour mes comparses, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Romain, bonjour Geoffrey. Bonjour Romain, bonjour Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe va nous faire une des premières incursions, puisqu'il en fera d'autres dans l'histoire, et notamment évidemment au regard de la productivité. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui là-dessus, Jean-Philippe ? D'abord, bonjour à tous, et à ceux qui nous écoutent. Oui, effectivement, en ce moment, je m'intéresse aux gains de productivité à travers l'histoire, et je me suis surtout posé une question. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un régime mise sur l'intelligence ? Un régime politique, un gouvernement, une civilisation. Et oui, c'est arrivé. C'était quand ? Alors justement, c'était un des exemples, c'est à l'époque de la dynastie chinoise des Song, qui dure à peu près 3 siècles, du 10e au 13e siècle. Et Song, comme dans la chanson Song, S-O-N-G, tu écris comme ça, non ? Exactement, S-O-N-G. Ok. Alors, les empereurs de cette dynastie, ils vont pas chercher la domination militaire, mais plus la paix et la stabilité. Et cette dynastie, elle vient après une période qui s'appelle la période des 5 dynasties et des 10 royaumes. 5 dynasties et 10 royaumes, alors le nom est assez poétique, mais la réalité, beaucoup moins, parce que c'est une période de disette, de guerre permanente et surtout de morcellement de la Chine. Et puis, en 959, il y a un général qui prend le pouvoir impérial et qui s'appelle Song Taizu. Et puis, la capitale à l'époque, c'est pas encore Pékin, ça s'appelle Bianjing. Alors, en 20 ans, lui et son frère, ils vont soumettre les seigneurs de guerre et ils vont reconstituer l'empire. Okay. Et puis, les empereurs suivants, justement, ils vont se méfier des militaires. Ils vont complètement réformer l'armée. Alors, ils vont couvrir les généraux d'honneur et puis leur virgule un petit peu d'oseille, mais ils organisent aussi la rotation des troupes et de leurs généraux. Ce qui fait qu'il n'y a plus un lien personnel entre un général et ses troupes. Donc, ils abaissent le pouvoir de l'armée et surtout des grands généraux. Et c'est pas mal vu parce que ce lien entre les commandants et leurs soldats, c'est ce qui s'est passé à Rome. Et c'est ce qui a fait passer Rome de la République à l'Empire. Jules César, c'est exactement l'exemple d'un général qui a des liens très forts avec ses soldats, puisqu'il les a couverts de gloire, et il va les utiliser, vous savez, pour passer le Rubicon et pour finalement prendre le pouvoir. Ok. Et donc, les Song, ils se basent sur un pouvoir civil et une armée puissante quand même, mais organisée de manière à répartir le pouvoir entre plusieurs commandants. Et puis, les civils et les militaires dépendront du pouvoir central énormément. Et ils vont installer un pouvoir un pouvoir civil méritocratique, presque technocratique, et qui dépendent complètement du pouvoir central, donc dans la capitale. Ils vont réformer l'administration pour la rendre beaucoup plus efficace. Alors, il y a l'empereur, bien sûr, et puis autour de lui, il y a un conseil de 9 membres. Alors, il y aura un secrétariat pour la justice et l'administration, un bureau militaire, et surtout, et c'est ça qui nous intéresse, un bureau chargé de l'économie, des finances, et qui est complètement lié à la recherche de savants, de nouvelles connaissances. Okay. Et ce qui va, là où ils vont, la nouveauté, ça va être le recrutement des fonctionnaires, justement. C'est plus les copains ni la famille qui sont engagés, et le recrutement, il va se faire sur concours. Alors, on appelle ça des examens impériaux. Et ce qui va faire que on va éviter le népotisme ou la concussion, c'est que les copies qui sont rendues lors de ces concours, elles vont être anonymisées. Ok. Alors évidemment, la limite au cours du temps, c'est un petit peu comme pour la médecine aujourd'hui. Comme les concours sont de plus en plus durs, il y a des écoles privées qui s'ouvrent et qui préparent les élèves au concours. Ok. Donc il y a une nouvelle classe en fait sociale qui remplace l'aristocratie au poste clé. Et les empereurs, ils vont essayer quand même d'enrayer le système des écoles privées en créant des écoles publiques de préparation au concours. Mais ça marche plus ou moins. Donc en tout cas, ils ont des fonctionnaires qui sont à la fois compétents et très savants.
Ok. Puis, ils vont organiser l'Empire dans une vingtaine de circonscriptions administratives. Et les administrateurs, c'est ces fonctionnaires qui sont recrutés par concours, ils se sont formés à la capitale. Ils y conservent toujours une charge un peu subalterne. Et puis, c'est eux qu'on envoie administrer les circonscriptions. Donc, il y a une grande cohésion, en fait, entre le pouvoir central et les représentants dans les provinces. C'est vraiment une technocratie, en quelque sorte. Alors, pour les concours, au fur et à mesure du temps, on va demander aux impétrants des qualités de raisonnement, de logique et d'esprit critique. Donc, monsieur le directeur de l'ENA, si tu nous écoutes, ça peut être intéressant. Et donc, on va avoir une administration extrêmement efficace. Efficace parce que bien formé, qu'est-ce qu'il a vraiment plus efficace que le reste? Efficace parce que extrêmement bien formé. Et que on va les chercher parmi des gens qui sont déjà un peu savants. Voilà. Et qui s'y intéressent. Et surtout, en fait, le pouvoir central, il va subventionner les recherches de ces gars-là. Mais ça, j'y reviens un petit peu plus tard. Alors, je vous pose la question, Romain Geoffrey. Qu'est-ce qu'il faut pour un empire pour perdurer dans le temps? Moi qui suis familier de la chose, non, en fait, j'en ai. Qu'est-ce qu'il faut un empire pour perdurer dans le temps? Ma foi, je ne sais pas. Tu vois, après pour avoir de la stabilité, moi je dirais une forme de cohésion, une forme d'adhésion à certaines valeurs ou certaines croyances. Alors, il y a ça. Et surtout, il faut une monnaie unique et stable et des voies de communication sûres. Donc, ils vont construire, ces empereurs, des routes avec des relais, des auberges. Et puis, ils sont vraiment, ils cherchent les réussites technologiques et ils vont inventer un système de voies fluviales et ils vont inventer l'écluse Assas, celle qu'on connaît, vous savez. Alors ça se passe en 984 et c'est un fonctionnaire impérial qui invente le système. D'accord? Ça permet tout simplement à des plus gros bateaux de voyager. Donc ça développe le commerce. Et il y a même un système postal. Alors c'est marrant parce qu'en chinois ça se dit relais des pieds chauds. Relais des pieds chauds parce que les postiers ils courent pour porter des messages. Et pour se diriger, ils ont des cartes en relief. Oui monsieur. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont quadrillé le territoire, qui ont fait des relevés topographiques hyper précis. Alors, le truc de base, c'est pour lever les impôts que les cartes ont été faites. Bien compris, il y a l'intérêt bien compris. Ouais, voilà. 20% à peu près le taux d'imposition au passage. Et puis, il y a une administration fiscale extrêmement efficace. Enfin, les cartes aident quand même à retrouver sa route et arriver à bon port. Pour la monnaie, parce que là, on a parlé des voies de communication. Pour la monnaie, il y a le sapèque en bronze, qui existe depuis longtemps. Puis, il y a l'essor économique. On y reviendra sur l'essor économique. Il est tellement important que sous les Song, on va finir par manquer de bronze. C'est vraiment une crise monétaire. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Et on va inventer, ils vont inventer en 1024 le premier billet de banque de l'histoire. Ah ouais. Ouais. Ça s'appelle le Jiaozi. Enfin, je sais pas si je prononce bien. Alors évidemment, c'est toujours vachement tentant quand on a la planche à billets d'en abuser un tout petit peu, voire beaucoup. Et au fond, c'est ce qui va provoquer la chute de la dynastie, entre autres. Ouais. Et ce pouvoir, qui est basé sur le mérite, la connaissance et la paix, va connaître un développement absolument extraordinaire et justement des gains de productivité. Le vecteur de la connaissance, pour tous ces savants, du savoir, ça va être l'imprimerie. Puisque, je sais pas si vous le saviez, mais c'est un certain Bi Sheng, alors je sais pas encore la prononciation, mais enfin, qui invente en 1040 les caractères mobiles. Ils sont en argile et en bois, et ça, 400 ans avant Gutenberg. Donc, ça va permettre au savoir de se diffuser. Donc, sur le plan agricole, le gouvernement, il organise une politique de grands travaux de défrichage. Et puis, il y a tout un tas de sols arides. Alors, ils vont organiser aussi un système d'irrigation absolument gigantesque. Et ils vont s'appuyer sur les paysans pauvres à qui ils vont offrir la propriété de ces nouvelles terres. En quelque sorte, ils vont agir comme des pionniers, si vous voulez. Ouais. Et donc, je vous ai dit, il y a l'imprimerie. Il y a des traités d'agronomie. Ça s'appelle Chénoufou, qui se diffusent dans tout le pays. Et ils vont trouver une nouvelle variété de riz, par exemple, beaucoup plus résistante aux maladies, plus productive parce qu'on peut la récolter jusqu'à 2 fois par an. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à repiquer le riz.
D'accord. Ça double le rendement. Ouais. Donc, et puis on diversifie la production, on commence à cultiver du thé, du coton, de la canne à sucre. Ils sont introduits. Et puis, on cultive des fleurs comme le jasmin, par exemple. Alors, évidemment, tous ces énormes gains de productivité sur le plan agricole, ça va faire exploser la démographie, puisque au 8e siècle, en Chine, il y a à peu près 53 millions de Chinois. Et au 13e siècle, à la fin des Song, il y en aura 140. Ouais, quand même. Alors, une société traditionnelle, en fait, d'abord, ce qu'il lui faut, c'est augmenter, comme on vient de le dire, sa production agricole. Ok ? Parce que comme la productivité augmente pour fabriquer la nourriture, il y a plus de personnes qui peuvent faire autre chose que cultiver la terre. Elles peuvent devenir artisans, par exemple. Et puis, comme les paysans, ils sont plus riches, ils peuvent acheter les produits des artisans. Donc, vous voyez, c'est un cercle vertueux qui s'installe. D'accord ? Et le commerce devient vraiment très florissant, les villes se développent, et il y a plusieurs qui dépassent le 1 million d'habitants. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, en France, à ce moment-là, on est à peu près à l'an 1000. Donc, une ville de 100 000 habitants, c'est déjà absolument énorme, quoi. Voilà. Alors, justement, une ville populeuse, ça provoque des problèmes d'hygiène. Faut voir qu'à Paris, par exemple, il y a une épidémie de choléra en 1832. On ne sait pas comment juguler ça, et ça va provoquer 15 000 morts. Et les Song, eux, ils vont être hyper pragmatiques, ils vont être novateurs, modernes. Ils vont créer des pharmacies, des hôpitaux et même des maisons de retraite. Des maisons de retraite qui vont être accessibles à tout le monde, même aux plus pauvres. Voilà. Alors, évidemment, là où se développent les villes, il y a aussi un essor culturel. Alors bon, ça, je vais pas faire très long là-dessus. C'est une période du néo-confucianisme. En fait, il y a une nouvelle religion qui s'est installée, le bouddhisme. Et les néo-confucianistes, ils vont essayer de faire la synthèse entre le bouddhisme qui vient d'arriver et le taoïsme qui était là depuis de manière bien plus ancienne. Alors, vous connaissez sans doute les peintures, vous savez, à l'encre, sur papier, vous savez, des paysages. Ouais. Et c'est à ce moment-là que ça naît. Ça s'appelle la peinture Shanshui, sur du papier ou sur de la soie, et ça exalte en fait l'harmonie entre l'homme et la nature. Il y a des textes la plupart du temps. Alors, disons que la production vraiment commerciale, ça va être la fabrication de la soie et des tissus. Et là encore, l'État est hyper interventionniste. Il va en fait normaliser ces productions, et l'idée, c'est d'améliorer en qualité. D'accord. Voilà. Donc, ils sont très interventionnistes. Il y a des fonctionnaires à peu près partout, à chaque rouage dans la société. Et là, c'est pour améliorer la qualité. Ils produisent aussi beaucoup plus de céramique. Alors, est-ce que vous connaissez le four Dragon ? Non. Non. Personnellement. Pas personnellement. Le four Dragon, c'est carrément une proto-industrie qui émerge à ce moment-là. Et le four Dragon, il porte très bien son nom. Il peut faire jusqu'à 60 mètres de long. Wow. 60 mètres de long. Et on peut cuire à l'intérieur des milliers de pièces de céramique. Et puis, ils vont construire aussi des hauts fourneaux pour l'industrie métallurgique. Donc, pour plus c'est chaud, un haut fourneau, plus en fait on a de l'acier ou du fer de bonne qualité. Mais ça, ils le font sur quelle durée, tu m'as dit ? Là, on est sur une durée qui va durer, c'est 3 siècles à peu près. 3 siècles. Voilà. Ouais. Donc les innovations, elles arrivent au fur et à mesure. Mais déjà, en fait, il y en a beaucoup au début, déjà vers l'an 1000. D'accord. Ouais. Et on va l'utiliser. Alors, c'est là où le cercle vertueux continue, parce que comme on a une très bonne industrie métallurgique, et les hauts fourneaux, ils ont rien à envier à ceux de l'Europe au début du 19e. C'est vraiment des structures gigantesques et qui ressemblent beaucoup. On va fabriquer des charrues en fer et qui vont encore améliorer la productivité de l'agriculture. Alors, à propos de la métallurgie, je ne sais pas si vous le saviez, mais au 19e siècle, en France, on fustigeait les 200 familles. On disait qu'il y avait 200 familles bourgeoises qui possédaient à peu près tous les moyens de production dans l'industrie. Okay. Voilà. Les partis, disons, rouges fustigeaient ces 200 familles en disant qu'il fallait leur faire les poches. Sous la dynastie des Song, en Chine, l'industrie métallurgique, je vous jure que c'est vrai, elle a été confiée par un édit impérial sous forme de monopole à 200 familles.
Ah, ah, il y a un chiffre, il y a un truc. Oui, voilà. Ah, il y a un truc avec le chiffre 200. Enfin, ils avaient quand même juste à la fin de l'Empire Song, vous voyez, à peu près 4-5 fois plus d'habitants, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, surtout, les empereurs Song, eh ben, ils vont favoriser la recherche scientifique. Parce qu'évidemment, ils vont dégager beaucoup de revenus avec les impôts et cet essor économique. Et on est à une époque où tout le savoir peut être embrassé par un seul homme. D'accord. Tout ce qu'on connaît, bon, quelqu'un qui travaille un peu et qui a le temps, ben, il peut connaître à peu près tout. Okay. Contrairement à aujourd'hui où, quand vous regardez les études des savants, des scientifiques, ils sont mais hyper spécialisés, quoi. D'accord. Et je pense pas que quelqu'un puisse avoir la connaissance encyclopédique. À l'époque, c'est à peu près possible. Donc il y a certains fonctionnaires, qui vont être subventionnés et qui deviennent des polymathes, c'est-à-dire qu'ils deviennent des fonctionnaires savants. Ils ont une charge qu'ils doivent remplir et en même temps ils font de la recherche. Okay. Alors par exemple, il y en a un qui s'appelle Susong. Lui, il est astronome. Et puis il va inventer une tour astronomique gigantesque. En fait, c'est une super horloge, le truc. Et il est capable de représenter le déplacement des étoiles de la voûte céleste. Alors, je sais pas si vous imaginez le degré de technologie à l'époque où nous, on en était à lire l'heure sur des cadrans solaires, vous voyez. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Song Si. Alors lui, il est juge et il va devenir médecin. Il va faire le premier traité de médecine légale. C'est-à-dire que c'est le début de la médecine scientifique. En quelque sorte, il va chercher les causes de la mort des personnes dont il doit retrouver, des victimes dont il doit retrouver les coupables. Ouais. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Shen Kuo. Alors lui, il est fonctionnaire des impôts. Les maths, ça l'intéresse. Et il arrive à calculer toutes les combinaisons au jeu de Go. En fait, et c'est des milliers et des milliers, peut-être même des millions de possibilités différentes. Il est un peu plus connu, en tout cas pour avoir inventé la boussole magnétique. Ah oui. Et oui, parce que c'est sous l'Empire des Song qu'on va inventer la boussole magnétique. Donc l'imprimerie, la boussole, la tour d'astronomie, les écluses. Hein, vous voyez, ils chôment pas, ces fonctionnaires. Voilà. Et puis évidemment, ça va ouvrir la voie au commerce maritime et aux explorations. Il y a une première exploration à cette époque-là. Voilà. Et puis, c'est moins bien peut-être, j'en sais rien, mais c'est sous les Song que sera inventé en 1044. Alors je vous donne la formule: du soufre, du salpêtre et du charbon. Ça donne? C'est la poudre, l'explosion. Exactement, la poudre à canon. Et ça les empêchera pas d'être vaincus par les Mongols de Gengis Khan, mais ceci est une autre histoire. Et puis il y a un effondrement à cause du papier-monnaie, et puis des guerres incessantes en fait, parce que évidemment comme ils deviennent riches et qu'ils sont pacifiques, enfin ils cherchent pas à agrandir leur territoire, tout le monde essaye de leur piquer leurs sous. Donc il y a beaucoup de guerres, si bien que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et que donc, en fait, il va y avoir une pression fiscale de plus en plus importante. Et c'est ça qui va les faire tomber. D'accord. Donc, on voit bien que les empereurs Song, ils vont vraiment faire le pari de la culture, de l'innovation technologique, de subventionner, en fait, la recherche et les connaissances scientifiques et techniques. Et c'est grâce à ça qu'ils vont faire des progrès de productivité tout à fait impressionnants. Voilà pour l'Empire des Song. Wow, je suis bluffé par ce récit de développement de la productivité. Et moi, je dirais, si je ramène ça sur le côté humain et émotionnel, ce que je trouve assez intéressant, c'est d'imaginer, quand tu nous parlais tout à l'heure comment ça s'appelait, des tests que faisait passer l'État dans les années 1000, des examens, et d'imaginer quelqu'un qu'on pourrait imaginer un jeune des années de cette époque-là qui dit je vais aller passer le test du gouvernement pour être fonctionnaire, avec tout l'espoir que ça pouvait comporter pour lui ou pour elle. Et de s'imaginer que ces gens-là, à cette époque-là, avaient déjà l'impression de vivre dans un monde hyper moderne, de se dire je vais aller passer l'examen de l'État, puis je vais être fonctionnaire,
Je vais en classe prépa. Ouais, mais exactement. Je vais participer à une école qui va me préparer à ces examens-là, etc. On peut, à mon avis, assez facilement imaginer l'état d'esprit émotionnel et l'espoir que avait cette personne qui vivait à ce moment-là. Parce que souvent, quand on se projette en arrière, on a des images en blanc et noir, on a des images du Moyen-Âge assez sombres, assez boueux, avec beaucoup de maladies, etc. Mais là, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une image très lumineuse, très positive, très pleine d'espoir de ce que devaient vivre les gens à cette époque-là. D'être au début de ces années de prospérité, de ces 3 siècles quand même. C'est pas 50 ans, c'est pas les 30 glorieuses. Non. C'est 3 siècles. C'est 3 siècles. Alors, d'abord, je pense que c'est plutôt il que elle. Oui, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de femmes. Néanmoins, effectivement, rentrer au service de l'empereur, bon, disons dans la fonction publique, c'est un endroit d'abord où on peut se former et continuer de se former. Donc, un peu comme aujourd'hui, avec l'idée de la formation continue, on va pouvoir monter par le mérite. Par le mérite. Enfin, le plus souvent, hein, évidemment, il y a des intrigues, etc. Très probablement. Néanmoins, par ces concours, c'est le mérite qui fait que on avance et pas la naissance. Ouais. D'accord ? Parce que c'est déjà une révolution en soi. Ce qui est déjà une révolution en soi. Parce que au fond, tous les pouvoirs, la plupart du temps, en tout cas, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de dire nous nous organisons comme la nature est organisée, comme Dieu l'a voulu. D'accord ? Donc, si on regarde le règne animal, la ruche, y a le roi qui décide de tout. Et puis autour, va y avoir des gens. Et puis ça va justifier d'une certaine manière les classes sociales, si vous voulez. Et les abeilles travailleuses et les abeilles travailleuses, la gelée royale pour les autres, etc. Exactement. Et puis, par exemple, si on prend le Moyen-Âge français, la féodalité, ça veut dire qu'il y a un représentant de Dieu sur terre et qui lui-même va finalement transmettre ce pouvoir divin, donc incontestable, à tous les seigneurs qui sont là. Il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour que l'idée du mérite vienne. Et pour nous, c'est la Révolution française. Ah oui. Il y a pas cette idée-là complètement avant. Voilà. Alors, et je suis d'accord avec toi, le Moyen Âge, en fait, Moyen Âge, ça veut dire vraiment cette espèce, c'est quand même 1000 ans, hein, pour l'Europe. En fait, il y a eu des époques complètement différentes dans ce Moyen Âge, des périodes de prospérité, des périodes de révolution technologique aussi, et puis des périodes évidemment très très sombres. Et d'ailleurs, ça me fait le marchepied pour la prochaine fois, parce que la deuxième question que je me suis posée, c'est après savoir est-ce qu'il y avait eu dans l'histoire des régimes, disons des gouvernements qui avaient misé sur l'intelligence, sur le savoir et les connaissances. Eh ben, est-ce que les grosses catastrophes, la deuxième question, est-ce que les grosses catastrophes, par exemple les épidémies, peuvent faire gagner en productivité? Et pour ça, la prochaine fois, eh ben, je prendrai l'exemple de la grande peste, la grande peste noire du XIVe siècle. Voilà. Alors, est-ce que oui. Ouais, j'ai une petite remarque. Oui. Remarque, c'est une. Oui, c'est une remarque. En fait, j'ai l'impression que ce que j'ai retenu aussi beaucoup de ce que tu disais, mais là pour le coup en termes de productivité, de gain de productivité, c'est une standardisation énorme de tout. J'ai l'impression que, tu vois, ils se disent bon, il nous faut des voies de communication, et ben on va faire ces voies de communication, ça va aller jusqu'au bout, ça va être pareil partout. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Enfin, moi je retrouve ça des fois en entreprise, quand on va faire des process, pour que tout le monde fasse la même chose de la même manière. Et de manière le but du process en général, c'est de gagner en productivité. Tout à fait. On veut que les gens arrêtent de se poser des questions et de réinventer la roue, et on leur dit bah voilà, il y a un tunnel, vous rentrez ici, vous sortez là-bas, et le truc est fini. Et je trouve qu'il y a un petit peu ça dans le fait de se dire bah voilà, on fait une monnaie unique, donc ça va être partout pareil, ok. On se fait ces voies de communication qu'on standardise. Finalement, le système éducatif est standardisé aussi d'une certaine manière. Absolument. On voit que quand le privé arrive, on dit bah tiens, on va essayer de contrebalancer un peu, et on va restandardiser une autre. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un petit peu. Enfin, moi, c'est cette idée-là un peu qui est. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour les gains de productivité en matière agricole, on va regarder ce qui marche.
Ouais. Et on va le diffuser grâce à l'imprimerie. Donc, une technique agricole, par exemple, qui va fonctionner comme le repiquage du riz, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des plants plus serrés. Hein. Si ça marche à un endroit, on va essayer de le faire à d'autres endroits. De la même manière, pour la céramique, d'habitude, il y a des secrets de production. Ben là, ça va être diffusé. Essayez ça, ça marche mieux. Ça n'explose pas à telle température. Le vernissage, il se fait de telle manière. Et puis, quand quelque chose marche, on va essayer d'agrandir. On va essayer de le rendre plus productif. C'est ça, on passe l'échelle, on scale le truc, on dirait. Exactement. Voilà. Alors, à l'époque, il se trouve que c'est par une centralisation que ça va fonctionner. Après, il y a peut-être d'autres moyens que ça fonctionne, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vont essayer de faire au plus. Et l'idée, c'est de ne pas utiliser l'argent qui rentre dans l'État par l'impôt pour que les dépenses militaires, mais au contraire pour développer le pays. Et si on regarde dans l'histoire, ça c'est rare. Vous voyez, des Henri IV et des Sully, il y en a pas eu énormément en France, d'accord. Donc Henri IV, c'est exactement ce qu'il va faire avec Sully, d'accord. Il va essayer de développer l'agriculture, le commerce, les voies de communication, d'accord. Alors que la plupart du temps, vous allez voir dans l'histoire, alors ça entraînera peut-être des gains de productivité aussi, mais des gens qui veulent s'agrandir. Et évidemment, c'est pas idiot parce que à l'époque, la richesse, elle est comment? Elle est immobilière. C'est de la terre qu'on tire les profits. Eux, ils ont eu l'idée, les Song, que encore plus rentable, il y avait la production proto-industrielle. Donc, ils avaient déjà ça dans la tête, et que au fond, en instaurant la paix intérieure et avec les voisins, on allait pouvoir investir dans ce qu'allait faire du bien aux gens. Et voyez l'exemple des maisons de retraite ou des hôpitaux ouverts à tous. D'accord. Donc il y avait d'utiliser les paysans pauvres comme pionniers pour ces nouvelles terres qui vont être défrichées et qui vont être irriguées. Il y a quand même un souci du petit peuple. Voyez, pour essayer de les enrichir, quoi, en quelque sorte. En tout cas, s'en occuper. Alors, ça, dans l'histoire, croyez-moi, c'est quand même pas si souvent, quoi. Pas si souvent, ouais. Ok. C'est pour ça que je les ai trouvés absolument passionnants, ces songs. Je dois dire quand même que j'ai pas mal pompé toutes les connaissances là que je vous ai proposées. Il y a un mec extraordinaire sur YouTube et qui fait une série historique qui s'appelle Questions d'histoire. Ok. Questions d'histoire au pluriel. Et c'est absolument fascinant ces vidéos. En tout cas, moi je les regarde avec un grand bonheur. Bon, faut dire que je suis un petit peu intéressé par la question, mais c'est absolument génial ce qu'il fait. Voilà. Ok, c'est noté. Question d'histoire au pluriel. Et du coup, on se retrouvera donc pour le prochain épisode. Ah oui, il y a un autre podcast que j'aime beaucoup sur YouTube, c'est le tien, Romain. Ah oui, plus d'effets, moins d'efforts, c'est gentil. Plus d'effets, moins d'efforts, que je regarde aussi allègrement. Et qui me fait beaucoup d'effets sans beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on lui demande. C'est parfait. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise sur notre forum. Notre forum. Merci, le mot m'avait échappé. Notre forum. Je le cherchais en chinois, c'est pour ça. Notre forum. Si ça vous plaît, ces épisodes-là, et si on continue, je voudrais vraiment aller explorer toutes les époques où il y a eu des gains de productivité, et puis vous dire comment ça s'est passé. Je pense à l'époque Meiji, par exemple, au Japon. Ou le taylorisme, qu'est-ce que c'était vraiment. Enfin, en tout cas, voilà, c'est la recherche que je me propose de faire. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Ok, des petits points d'histoire réguliers dans notre podcast. Merci Jean-Phi, et puis merci Geoffrey, et merci à vous toutes et tous les deux. Et merci. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein
et nous vous retrouvons au prochain épisode.